Professeur Lampron, est-ce qu'on est devant un cas d'inclusion ou de discrimination? Bien, la question est excellente et tout dépend de comment on appelle un programme d'accès à l'égalité ou discrimination positive. Bien, ça témoigne beaucoup de la posture qu'on a par rapport à des mesures comme celle-là. L'idée derrière les programmes d'accès à l'égalité, c'est de partir du contexte global, de partir d'une sous-représentation, c'est le cas ici, de certains groupes minoritaires à l'intérieur, par exemple, du corps professoral de l'Université Laval ou des universités, et de dire, bien, ça prendrait des cibles qui sont plus représentatives. C'est un objectif global qui est poursuivi. Je pense que ça, c'est largement consensuel. Du pourcentage, justement, de ces groupes-là dans la population, en fait. Alors, l'objectif, face à l'échec de mesures incitatives, c'est pas tant d'exclure des groupes majoritaires, mais de dire, bon, bien là, on est peut-être devant l'obligation de donner un coup de barre pour atteindre ces cibles-là et s'assurer qu'effectivement, l'égalité, l'équité, la diversité et l'inclusion, ce ne soit pas simplement un vœu pieux. La rédaction de l'appel de candidature est hyper importante. On dit ici qu'on favorise certains groupes. Oui. On les favorise. Mais on ne dit pas clairement qu'on discrimine d'autres. Bien, l'objectif, encore une fois, c'est comment on regarde le programme d'accès à l'égalité. Si on en parle comme de la discrimination positive, c'est parce que ça demeure une mesure où on a ciblé des groupes sur la base de leur appartenance, définissable sur une caractéristique personnelle. Mais maintenant, de dire, il y a sous-représentation de ces groupes-là, désavantagés dans la société, et ce faisant, on va leur donner un avantage de nature à accroître leur participation ici à l'Université Laval, bien, effectivement, là, on va donner dans l'accès à l'égalité, mais la conséquence de ça, c'est qu'il y a effectivement les membres des groupes largement majoritaires, qui n'auront pas accès à cet avantage-là. Mais c'est tout à fait cohérent avec l'objectif qui est poursuivi, qui est d'accroître la participation des groupes défavorisés. Dans le cas présent, on parle d'un groupe qui est largement majoritaire dans la société québécoise. Mais si on le prenait à l'inverse, qu'on disait, par exemple, les hommes asiatiques seront exclus du processus. Là, on est ailleurs, parce que c'est un groupe minoritaire. Exactement. Le droit à l'égalité tel qu'il est défini en droit canadien des droits de la personne, il donne un avantage. Il vise à protéger les membres de groupes minoritaires dans la société. Alors, les membres majoritaires, évidemment, dans certains cas, ils pourront alléguer avec succès atteinte à leur droit à l'égalité, mais c'est beaucoup plus difficile pour eux de faire la preuve qu'ils subissent de la discrimination, justement parce qu'ils font partie du groupe qui est généralement favorisé. Évidemment, tout est toujours une question de contexte, là. La Charte canadienne des droits et libertés permet expressément la mise en place de mesures comme celle-là, en fait. C'est 15.2 de la Charte canadienne. N'empêche, il aura fallu l'humoriste Guy Nantel, ex-aspirant politicien, pour sortir cette affaire-là, parce que ça existe depuis un bon moment, ici à l'université, entre autres. Bien, je pense que ce qui choque beaucoup, c'est le moyen choisi ici, l'exclusion formelle, en fait, plutôt que l'approche plus consensuelle où on va y aller avec l'idée selon laquelle, à compétence égale, on va favoriser le candidat ou la candidate qui est partie d'un des groupes minoritaires. Là, il faut garder le contexte, en fait. C'est parce que ça fait des années qu'il y a des cibles qui sont fixées ici par le programme de chaire de recherche du Canada et qui ne sont pas atteintes dans certaines universités, dont l'Université Laval, qu'on va un cran de plus. C'est une mesure qui est plus musclée. Et là, on va dire, bon, bien, on a véritablement besoin d'embaucher des membres des groupes minoritaires. Et ce faisant, bien, quelque part, on ne fera pas perdre son temps à quelqu'un qui ne pourra pas obtenir la chaire de recherche. Et ça aussi, c'est très important de garder ça en tête. Il ne s'agit pas d'une approche nouvelle à l'Université Laval qui concerne tous les postes de professeurs. C'est vraiment un programme qui est ciblé pour l'obtention d'une chaire de recherche du Canada. Et ici, c'est que c'est associé à l'obtention d'un nouveau poste. Depuis tout à l'heure, je parle aux profs. Maintenant, je vais vous demander de mettre votre casquette de président du syndicat. Oui. Est-ce que ça pourra quand même alimenter des discussions sur d'autres façons de faire pour l'embauche? Bien, écoutez, c'est certain que ça s'inscrit quand même dans une situation où les universités sont largement sous-financées, souffrent de sous-financement chronique, et ça, c'est largement documenté. Et donc, ça place les universités dans des situations de faiblesse par rapport aux conditions qui sont imposées par des partenaires externes. Mais face à la position de négociation des universités qui sont à la recherche d'argent pour être capables de maintenir leurs activités d'enseignement et de recherche, c'est sûr que ça affaiblit leur capacité à refuser de l'argent et ça affaiblit aussi la capacité des unités à être capables de refuser la possibilité d'embaucher un nouveau prof quand c'est associé à des conditions. Bon, ici, c'est les programmes de chaire de recherche du Canada, mais c'est beaucoup plus large que ça. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse et qui inquiète largement les collègues. Professeur Lampron, merci beaucoup. Merci à vous.